Bon, ben, et je vais vous parler de travail. Je me propose d'analyser le modèle managérial contemporain, pour voir un peu quelles sont ses caractéristiques, quels problèmes il pose. Enfin, on en connaît un certain nombre à travers justement la question de la souffrance au travail, du mal-être, des risques psychosociaux, des suicides, etc. Mais je voudrais essayer de montrer quels sont les fondements du modèle qui sont à l'origine de cette souffrance au travail. Pour le situer plutôt, je dirais que ce modèle, il a commencé à se mettre en place, en gros en contre-coup de mai 68, à partir d'une prise de conscience du patronat français de la dangerosité de la situation, puisqu'il y avait un véritable traumatisme en 68, puisque comme vous le savez, il y a eu 3 semaines de grève générale avec occupation d'usines, ce qui était la plus longue grève générale du XXe siècle, plus que pendant le Front populaire. Donc il y a eu vraiment le sentiment au sein du patronat qu'il fallait trouver des parades, des solutions, parce que sinon on ne pourrait pas perpétuer l'ordre social capitaliste et continuer d'exploiter la force de travail. Et en réalité, le patronat français a mené, avec des groupes de réflexion, une sorte d'analyse extrêmement pertinente et a mis au point une stratégie extrêmement efficace qui révèle sa capacité de régénérance. Enfin, moi, je parle justement dans le bouquin du patronat comme d'un boa qui est capable de digérer tous les obstacles, tous les problèmes qui s'amoncellent devant lui, de s'en nourrir et de repartir sur des bases encore plus profitables pour lui, une espèce de caméléon aussi capable de changer de discours, de forme, et qui a vraiment, comme on dit maintenant, une très forte résilience, plus forte que les syndicats, malheureusement. Et donc, le patronat va mettre en place très rapidement, à la suite de mai 68, et ça va se déterminer autour des assises du patronat français, du CNPF à Marseille en 1973, ils vont décider d'une stratégie très efficace qui est l'individualisation systématique de la gestion des salariés et de l'organisation de leur travail. Et ça, c'est vraiment un trait de génie, il faut le dire, parce que en ce faisant, ils prétendent répondre aux aspirations des salariés, à leurs besoins, à leurs demandes qui s'étaient manifestées au cours de mai 68, justement, où les salariés demandaient de la dignité, de la reconnaissance, de la liberté, de l'autonomie, pouvoir se réaliser dans leur travail, alors que les syndicats, jusqu'à alors, pendant les 30 Glorieuses, s'étaient contentés de mener les luttes et les batailles, enfin les mobilisations autour du contrat de travail, c'est-à-dire stabilisation de l'emploi, et puis augmentation des salaires et des primes. Chaque fois qu'il y avait une dégradation dans l'organisation du travail qui causait des pénibilités, au lieu de demander leur éradication, les syndicats demandaient des dédommagements sous forme de primes, primes d'insalubrité, de toxicité, primes de travail de nuit, primes de travail en équipe, primes de travail à la chaîne, enfin bref. Et donc, les salariés avaient explosé autour des grèves, ce qu'on appelait des grèves du ras-le-bol, en dehors justement de la politique syndicale de l'époque. Et le patronat français a joué là-dessus en disant, un peu comme De Gaulle, nous vous avons compris. Et voilà, vous voulez être reconnu, vous voulez vous reconnaître dans le travail, vous voulez pouvoir vous réaliser, vous voulez être autonome, etc. Nous allons vous donner cette possibilité. Évidemment, ça va passer par l'individualisation, hein, pour pouvoir organiser et évaluer l'implication, l'engagement de chacun, pour le reconnaître, pour reconnaître ses compétences, son apport,
pour lui proposer une carrière, etc. On a besoin de donner des objectifs individualisés, de faire des évaluations aussi personnalisées. Et donc, progressivement, va se mettre en place dans les années 70, 80, 90, ce que les sociologues ont appelé individualisation, personnalisation de la relation au travail, mais aussi psychologisation et même narcissisation. C'est-à-dire qu'on va demander à ce que les salariés engagent non pas des qualifications, des savoir-faire, des savoirs, mais engagent leur savoir-être, engagent leur émotion. On fait appel, comme vous le savez, à l'intelligence émotionnelle. On fait appel aux dimensions affectives, aux aspirations les plus profondes des salariés. Et par exemple, maintenant, il n'est pas rare qu'un jeune qui postule pour un boulot de cadre ou d'ingénieur dans une entreprise s'entend dire au moment de son recrutement, il faut nous montrer qui tu es vraiment. Voilà, montre-nous qu'on peut miser sur toi, qu'on a raison de t'embaucher, que voilà, on peut te faire confiance et qu'on ne sera pas déçu. Révèle-toi à nous. Donc c'est vraiment une sorte d'incitation, de sollicitation, pardon, de la personnalité, voilà, et pas le professionnel. Et c'est pour ça qu'on peut parler de surhumanisation de ce management, qui s'adresse à des personnes en disant, regardez comme nous sommes humains, humanistes, comme nous prenons soin de vous, comme nous nous intéressons à vous en tant que personne humaine, alors qu'en réalité, ce que demandent les salariés, c'est d'être respectés en tant que professionnels, détenteurs de compétences, d'expériences, de métiers, et qui doivent être consultés pour la définition de leur mission, des objectifs de leur travail. Et voilà, donc c'est ça qui va se mettre en place et qui sera très difficile à contrecarrer par les organisations syndicales, parce qu'il y a toute cette rhétorique qui s'adresse aux salariés sur le mode de l'affection, de la bienveillance. Bon, maintenant on parle d'amour, il y a des déclarations d'amour des directions à l'égard, mais vraiment, hein, je n'exagère pas. Les DRH témoignent de leur amour, non pas simplement de leur bienveillance, il n'y a pas simplement des Chief Happiness Officers, donc les responsables en chef du bonheur, mais on fait des déclarations d'amour. Nous sommes là pour vous parce que nous vous aimons, voilà. Et nous voulons la réciprocité aussi, que vous nous aimiez, que vous sentez bien chez vous, dans notre entreprise. Voilà, c'est une grande famille et nous allons tout faire pour vous. Bon, donc ça c'est un aspect extrêmement dommageable pour les salariés parce que ça évidemment attaque de plein fouet les collectifs de travailleurs, les collectifs qui faisaient vivre, justement, c'est pour ça qu'ils sont attaqués, les valeurs contestatrices, les valeurs syndicales, les valeurs ouvrières, les valeurs un peu politiques, où on essayait de décrypter justement le mal-être et la souffrance à l'aune de critères politiques. C'est-à-dire, voilà, on en bave, mais on sait pourquoi. On sait pourquoi on en bave, parce que il y a un patron qui veut s'en mettre plein les poches, il accélère les cadences, voilà, on sait ce qui nous arrive, alors que maintenant, nous, les sociologues, quand on interviewe des salariés et qui souffrent, ils ont beaucoup de mal à l'admettre d'ailleurs, parce qu'ils pensent que les autres s'en sortent très bien et qu'ils sont les seuls à souffrir. Évidemment, il y a cette individualisation qui débouche, j'ai oublié de le dire, mais ça va de soi, sur une concurrence extrême des uns à l'encontre des autres, puisque les primes, elles seront justement pas les mêmes pour tout le monde. Il faut être le meilleur, il faut être excellent, il faut être plus fort que les autres tout le temps. C'est ça qui est sollicité. La dimension narcissique, c'est montre-nous que tu es le meilleur, montre-nous que tu n'as peur de rien, que tu acceptes de te mettre en question, que tu aimes l'aventure, que tu prends des risques, etc. Ça s'appelle maintenant tout simplement sortir de sa zone de confort. Voilà. C'est devenu le maître mot maintenant, tellement galvaudé, mais ça a été mis en place par les DRH de façon tout à fait sophistiquée. Et les salariés maintenant, comme je commençais à le dire, quand on leur demande et qu'ils acceptent de dire qu'ils ne vont pas bien, ils pensent que ça vient d'eux. C'est pas un problème de rapport de force, c'est pas un problème d'exploitation, c'est pas un problème politique, c'est pas un problème de lutte de classe, c'est que, comme ils disent, je ne suis pas à la hauteur. Je crois que je ne suis pas à ma place. C'est pour ça que je ne vais pas bien. Je crois que je souffre parce que je ne comprends pas bien ce qu'on veut de moi, je ne réussis pas à m'adapter. Alors, moi, j'ai entendu ça, y compris de gens qui étaient X-Min, par exemple, à la Banque de France, mais qui disaient, je crois que je ne suis pas bon, quoi, je ne suis pas bon. Donc, pourquoi vous n'êtes pas bon, monsieur? Parce que je souffre. Donc,
c'est bien le signe d'une inadéquation, parce qu'ils font tout pour nous ici, ils sont gentils, ils s'occupent de nous, ils nous prennent en charge, il y a les conciergeries, vous savez, les séances de méditation, les séances de massage, les séances... c'est vrai, mais c'est incroyable. Moi, j'ai été visiter l'immeuble Google, tout à côté, à Saint-Lazare, et il y a des salles de billard, de jeux vidéo, il y a de quoi bouffer. Alors là, comme là c'est vraiment très limité, mais 100 fois plus à tous les étages. Et puis il y a même, j'ai vu une salle insonorisée avec une vingtaine de guitares et une batterie. Elle était déserte évidemment, mais c'est style, vous pouvez venir faire un bœuf quand vous voulez, quoi. Bon, alors que ils ont tellement de boulot qu'ils n'ont vraiment pas le temps d'aller faire un bœuf à aucun moment. Mais voilà, c'est la démonstration de la préoccupation permanente des RH pour le bonheur et le bien-être de leurs salariés. Bref, bon, donc tout ça a été difficilement combattu par les organisations syndicales, et ça s'est traduit par des trucs aussi bêtes que les horaires, enfin bêtes, anodins, je veux dire, que les horaires variables, que la rotation des tâches, parce que ça défaisait les collectifs. Quand on n'embauche pas au même moment, on ne prend pas la pause au même moment, on ne va pas à la cantine à la même heure, on ne sort pas ensemble, et on n'est pas tout le temps côte à côte, puisqu'on bouge, on va dans un autre atelier, etc. Ben, ça effrite complètement la substance des collectifs. Bon, après, il y a eu l'individualisation des primes et des salaires. Ça en était fini de l'équation à travail égal, salaire égal, promotion à l'ancienneté, et qui permettait d'avoir l'idée d'un destin commun. Quand on était travailleur d'une même entreprise, on avait le sentiment d'affronter les mêmes conditions, la même dureté, et d'avoir le même destin. Là, c'est chacun qui cherche à tirer son épingle du jeu, personnellement, et qui va essayer de négocier sa carrière, ses formations, ses primes, son salaire, ses objectifs, etc. Personnellement, avec cette espèce de mainmise sur, je redis, l'affectif, l'émotionnel, la mise en cause, ce qui est très dangereux pour les personnes. Parce que quand il y a échec, ce n'est pas un échec professionnel, c'est un échec personnel. C'est ça qui explique le suicide. Avant, il n'y avait pas de suicide. Il n'y avait pas, on n'en parlait pas. Mais maintenant, c'est parce que c'est une mise en cause personnelle de ce que tu es. On entend des salariés qui disent j'ai été convoqué, ils m'ont dit tu nous as déçus, tu n'es pas celui qu'on pensait que tu étais, voilà, on te pensait plus capable, plus bon. Mais oui, oui c'est ça, t'es pas le bon, et dommage parce que nous on t'aimait beaucoup, voilà. Bon. Mais c'est dangereux, c'est une manipulation qui fait. Oui, c'est vraiment. Alors après on va vous dire vous êtes complotiste quand vous pensez ça, pas du tout, parce que il y a des textes écrits par les consultants qui disent comment il faut manipuler tout ça pour que les gens soient gérés dans leur système émotionnel et qu'on puisse avoir la main sur eux pour leur faire accepter une situation qui est celle de l'organisation du travail, du modèle managérial que je suis en train de vous décrire. Parce que ce qui caractérise ce modèle managérial, c'est une contradiction, une tension absolument énorme entre justement tout cet aspect-là. On vous aime, on veut que vous puissiez vous réaliser, vous allez faire des grandes choses, vous allez vous découvrir vous-même grâce aux objectifs très exigeants qu'on va vous fixer, etc. Bon, tout ça, qui est censé être moderne, faire toute sa place à l'humain, etc., etc. Hein. Et de l'autre côté, enfin pas de l'autre côté, non, on doit faire tout cela à travers une organisation du travail, je ne dirais pas en même temps parce que c'est quelque chose que je ne dis jamais, à travers l'organisation, on doit faire ça, se réaliser, déployer son inventivité, sa réactivité, montrer qui on est, essayer de se dépasser, voilà, à travers une organisation du travail qui reste très largement inspirée du modèle taylorien. C'est ça, c'est la souffrance, l'incompréhension aussi de ces gens qui disent « je ne suis pas bon ». Parce qu'ils sont tellement emberlificotés dans la rhétorique humaniste, humanisante, dans les dispositifs bienveillants des DRH, ils sont tellement pris là-dedans et on leur demande de se réaliser dans un travail qui ne permet pas du tout de se réaliser parce qu'il reste un travail prescrit, prescriptif, au même titre que celui que Taylor avait mis au point.
Et ça, c'est un des aspects les plus fondamentaux du modèle managérial contemporain. C'est cette énorme contradiction. Et alors, pour bien comprendre ce qu'est le modèle taylorien, parce que tout le monde sait à peu près ce qu'est le modèle taylorien, hein, ce qui est important de comprendre, c'est la philosophie sociale de Taylor. Parce que Taylor, on connaît l'organisation technique qui consiste à décomposer les métiers en gestes élémentaires avec des prescriptions. Mais en réalité, il faut comprendre la pensée de Taylor pour savoir ce qui nous arrive maintenant dans le modèle managérial. Et la grande intelligence de Taylor, en réalité, c'était d'avoir compris une chose, c'est que le savoir, c'est du pouvoir. Voilà. Et que si on laisse le savoir dans les ateliers aux ouvriers, on leur laisse le pouvoir. Parce que à l'époque où Taylor intervenait, le patron capitaliste, quand il voulait démarrer un business, il embauchait, il recrutait des ouvriers de métier. Et ces ouvriers de métier eux-mêmes recrutaient des compagnons et décidaient de l'organisation du travail. Pourquoi? Parce que le patron ne connaissait pas les métiers. Donc il dépendait des ouvriers de métier qu'il embauchait et qui, eux, mettaient au point l'organisation du travail et définissaient les rythmes de travail. Et évidemment, dit Taylor, comme il détenait tous les savoirs, il pouvait dire on va travailler à telle allure, voilà, parce qu'il voulait, et dit Taylor, c'est naturel de leur point de vue, défendre leurs intérêts, c'est-à-dire ne pas trop se fatiguer, ne pas risquer les accidents, ne pas s'user, et puis respecter les règles du métier, et puis aussi ne pas en faire de trop par rapport aux tarifs auxquels ils étaient payés. Voilà. Et Taylor dit, c'est une catastrophe parce que ce qu'on peut observer, c'est la flânerie systématique des ouvriers, comme il l'appelait, et qui, alors c'est là où il est très intelligent Taylor, parce qu'il a bien compris qu'il faut de l'idéologie. Il pourrait être légitimé et accepté comme organisation du travail. Parce que, je ne sais pas si vous le saviez, mais Taylor, c'était un consultant à l'époque. Ça a l'air un peu anachronique, mais il était consultant. Donc, il élabore son modèle et il va le vendre auprès des entreprises. Pas des entreprises, des patrons. Et voilà, il leur dit, voilà, mon modèle, ça va vous permettre d'avoir des gains de productivité énormes. Mais là où il est donc très astucieux, c'est qu'il dit, et idéologiquement très astucieux, il dit qu'il se positionne par rapport aux intérêts de la nation. Il dit, qui est-ce qui pâtit le plus de la flânerie systématique des ouvriers? Ce sont les consommateurs et les citoyens américains, parce qu'ils ont peu de produits, et ce sont des produits à des tarifs extrêmement chers. C'est la rareté. Productivité faible, pas d'abondance sur le marché, donc produits très chers. Il dit, c'est pas normal qu'à cause de ce groupe d'ouvriers qui défend ses intérêts et ses valeurs professionnelles, tout le monde en pâtit, toutes les nations américaines en pâtissent. Il n'y a pas de progrès économique, il n'y a pas de... C'est quelle date à peu près? Fin 19e, début 20e. Ford, c'est un peu plus... juste après. Oui, c'est ça, mais c'est juste la première... Ah oui, 1910, Ford, il apparaît 1910, 1915, absolument, oui. Taylor, c'est la fin du 19e, et par exemple, son livre « La direction scientifique des entreprises », il l'écrira en 1911. Voilà, quand son modèle sera vraiment bien au point. Et donc, il dit, voilà, au nom du bonheur, voilà, pareil, le bonheur des citoyens américains, du bien-être, de la prospérité de notre nation, il faut que le patron fasse venir des ingénieurs, parce qu'il commençait à y avoir les grandes écoles d'ingénieurs américains, et puis s'approprie les savoirs de métier des ouvriers, et puis, avec l'aide de la science, qui est neutre et objective, ça aussi c'est son idéologie, donc qui ne prend le parti ni des patrons ni des ouvriers, mais c'est la science qui va décider, qui va s'approprier, enfin les ingénieurs vont s'approprier, en les observant, en chronométrant, voilà, les manières dont travaillent les ouvriers de métier, et puis une fois que tout ce corpus de connaissances, de savoir, de pratiques sera rapatrié dans les bureaux des ingénieurs autour du patron, ils vont définir ce qu'il appelait « the one best way », c'est-à-dire la seule et meilleure manière de travailler, de s'y prendre pour produire. Et ça sera effectivement la décomposition des métiers en petites tâches élémentaires que les ouvriers vont faire sans arrêt. Donc il va acquérir une grande dextérité et ils vont être chacun beaucoup plus productifs, bien sûr. Voilà, et effectivement, il y aura des gains de productivité de 100-200% extraordinaires,
Et Taylor, qui se voulait toujours grand seigneur et qui dit « je ne favorise personne, ni le patron, ni l'ouvrier, moi ce qui m'intéresse c'est la nation américaine et les intérêts supérieurs », il dit par exemple, quand il y a l'augmentation de 100% de la productivité, il faut augmenter les tarifs de 10 à 30%, tout à fait magnanime, mais il faut même faire certaines analyses ergonomiques pour que les ouvriers ne s'abîment pas trop, voilà. Bon. Et ça a été ce qu'on a appelé l'organisation scientifique et rationnelle du travail qui a convaincu beaucoup de gens de gauche à l'époque. Bien sûr. Bien sûr. Beaucoup de gens qui disaient la bataille, elle n'est pas à mener sur l'organisation du travail, elle est rationnelle et scientifique, elle est à mener sur la redistribution des richesses. Voilà, c'est ça. Qui va avoir quoi? Le patron, les ouvriers, et à quel prix ils vont acheter les consommateurs. C'est ça le problème. C'est pas l'organisation. D'ailleurs, Lénine a introduit... Exactement. Voilà, dans les années 20, il a introduit le taylorisme en Union soviétique, qui est devenu après le stakhanovisme. Voilà. Bon, enfin, voilà. Et donc, après, ça va continuer avec Ford. Ford, il va introduire les chaînes de montage, et il a compris aussi l'importance de l'idéologie. Donc, il écrit aussi beaucoup, et il dit, il faut que ce soit win-win. Il l'écrit, c'est ce qu'on dit maintenant, gagnant-gagnant. Mais oui, parce qu'il dit, quand j'ai mis mes chaînes en place, j'avais un turnover de 300%. C'est-à-dire que les ouvriers jetaient les outils sur les chaînes, partaient en courant. On en faisait venir d'autres. Et il disait, il écrit, j'ai compris qu'il fallait augmenter les tarifs jusqu'à ce que les ouvriers trouvent que le jeu en vaut la chandelle. Et donc, c'était le fameux $5 a day, c'est-à-dire 5 $ par jour, 2,5 fois le prix du marché moyen, le prix moyen du marché. Et là, il dit, les ouvriers restent, ils sont bien contents, ils gagnent beaucoup, et voilà, le système se développe, et il fait toute une idéologie, une apologie de la voiture qui va réunir tous les Américains, qui vont pouvoir se connaître dans les contrées lointaines, et tout. Enfin, c'est une idéologie. Alors, vous savez que c'était un grand admirateur d'Hitler. Hein. Oui, il était un grand admirateur d'Hitler. Il a financé une campagne pour que les États-Unis ne rentrent pas en guerre contre le Troisième Reich. Bon, il a eu la plus haute distinction je suis trop longue, c'est ça? Non, non, la plus haute distinction des mains de l'ambassadeur nazi à Washington. Bref, mais lui, il se disait un grand bienfaiteur de l'humanité, il se voulait paternaliste. Et vous savez, c'est très intéressant parce qu'on le retrouve maintenant déjà, encore plutôt, il avait mis sur pied déjà un corps d'inspecteurs qui allait vérifier au domicile privé des ouvriers s'ils menaient une vie qui était compatible avec les efforts qu'ils devaient fournir sur la chaîne. Et donc, c'est extraordinaire. C'est comme maintenant, on dit, on vous donne des conseils diététiques, on vous dit d'avoir une montre pour calculer vos heures de sommeil et vos heures de marche. Enfin, on vous donne des conseils pour arrêter de fumer. Dans les entreprises, il y a tout ça. Bon, bref. Et alors, c'était pour vous dire, je passerai rapidement, mais c'est quand même intéressant. Il ne donnait pas le $5 aux ouvriers qui n'étaient pas mariés. Alors, tout le monde dit, ah oui, ça c'est bien parce qu'ils n'avaient pas de famille. Mais non! Il écrit pourquoi il ne donnait pas aux ouvriers qui n'étaient pas mariés. Vous ne le devinerez jamais. Ils ne sont pas bien pour la nation, enfin, c'est des mauvais citoyens. C'est-à-dire ils ne sont pas surveillés par madame, et donc ils vont courir les filles à pas d'heure, ils vont boire de l'alcool, et il dit, ils vont m'arriver fatigués sur mes chaînes de montage. Donc ils ont $2,50. Voilà, ils passent $5. Le célibat, c'est fatigant. À titre personnel, ce que j'allais dire, c'est sans pour autant chez ce que vous dites là, je pense, au début, j'aurais plutôt pensé que c'était plus pour le fait d'avoir des ouvriers qui sont enfermés dans une vie de famille qui n'a pas d'autre choix que de rester à leur travail en fait. Mais, ça, je suis pas sûr. Non, parce qu'il est payé plus que tout le monde. Et en fait, non, lui, c'était l'idée de... Gramsci l'a étudié et a parlé de l'américanisme, the American way of life. Lui, il disait, moi j'ai un mode de production, il faut que j'ai des ouvriers qui soient adaptés à ce mode de production. Donc, je veux des ouvriers qui se maintiennent en bonne santé. Donc, les inspecteurs qui allaient au domicile privé, ils vérifiaient que madame, puisque madame y avait, tiennent bien le logement, aéré, propre, etc. Et ils apportaient, pour tous les jours de la semaine, un menu, comment il fallait nourrir son homme. C'est le puritanisme américain. Mais on le trouve maintenant encore dans les entreprises. On vous explique ce qu'il faut manger. Il faut venir, mais oui, il faut venir des produits bio.
dans beaucoup de start-up, etc., ils disent aux gens, il faut manger bio, il ne faut pas manger trop sucré, il ne faut pas fumer, il ne faut pas trop... Oui, bon bref. Ah, si, vous pouvez fumer dans certaines... Non, vous pouvez fumer du hashish, etc. Il faut être vacciné. Il faut être vacciné. Contre quoi? Contre le capitalisme? On n'a pas trouvé encore le vaccin. Et moi, ça me montre, j'ai longtemps pensé, j'avais lu ça, que Ford, il disait qu'il fallait payer suffisamment ses employés pour qu'ils puissent s'acheter. Mais là, mais non, mais vous avez raison à 100% parce que l'inspecteur devait, après avoir donné le menu, donner des conseils à madame pour faire des économies en tenant son budget pour pouvoir acheter la fameuse voiture. Voilà, c'était le boulot des inspecteurs aussi. Mais oui. Mais tout à fait, parce que pour lui, il fallait un modèle, une société qui soit adaptée à ces chaînes de fabrication. Alors c'est un mode de vie, mais c'est aussi des modalités de consommation, donc faire des économies pour acheter. Il faisait même faire venir des petites... comme il y avait des commerces qui s'installaient près de ces usines, puisqu'on payait beaucoup plus, ils montaient les prix beaucoup plus chers, les commerçants qui voulaient profiter. Et Ford, il voulait casser ça en faisant venir directement de la campagne des produits, des textiles, etc. En disant, je ne veux pas qu'ils gâchent leur argent en achetant plus cher des produits que moi je peux avoir moins cher, je veux qu'ils gardent l'argent pour mes voitures. C'était même un système totalement intégré. Totalitaire, c'est pour ça qu'il retrouve dans le nord de la France. Oui, paternalisme, bien sûr. Et l'épicerie à l'entrée. Absolument, mais il invente le paternalisme. Qui donnait dans l'usine rentre dans l'usine. C'est ça. Immédiatement. Mais oui, c'est ça. Je laisse Daniel. Ouais. Donc voilà, tout cet aspect-là. Après, donc. Taylor, c'est ça. Donc c'est l'idée, il faut combattre, il faut avoir une emprise sur les travailleurs. Et cette emprise, on peut l'avoir quand on les dépossède de leur savoir, de leurs connaissances, de leurs compétences, de leur métier. Donc c'est très très important. Et après, il faut arracher le consentement en les traitant gentiment. Il avait même pensé au cercle de qualité qui existe maintenant en disant il faut les réunir pour qu'ils fassent des propositions d'amélioration de l'organisation. Enfin bref, c'était vraiment... un modèle extrait. C'est pour ça que le patronat de notre époque ne l'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné du tout. Il est considéré comme extrêmement efficace, sérieux, parce que c'est un moyen de combattre la résistance. Sur quoi peuvent s'appuyer les salariés pour s'opposer au patron et au management? C'est sur leur savoir, leurs compétences, leurs connaissances, leur expérience. En disant, nous, on sait que et on ne veut pas que. À partir du moment où on leur détruit leur savoir, leurs compétences, ils peuvent devenir des exécutants si on a une organisation du travail qui est très prescriptive. Et c'est ce à quoi on assiste maintenant, avec des cadres, des ingénieurs de très haut niveau, qui sont eux aussi face à cette même logique de prescription. Alors ça ne prend pas la même forme que les modes opératoires, les temps alloués, mais ce sont des procédures, des protocoles, des process, des bonnes pratiques qui sont imposées, avec des reportings imposés. C'est-à-dire que le travail est dépecé en dispositifs, en micro-activités, voilà, selon la conception qu'en ont les experts des grands cabinets de consultants internationaux qui chassent partout les bonnes pratiques et qui vont définir la manière dont un métier doit être organisé. Et en gros, ce métier, il est dépecé en micro-activités qui sont organisées de façon chiffrée. Alors, on parle de quantophrénie, de chiffromanie, mais il y a vraiment et c'est la logique taylorienne, cette chiffromanie, cette quantophrénie. On disait que Taylor, d'ailleurs, il était tellement obsédé par les chiffres que quand il est mort, parce qu'il ne mourait pas plusieurs fois, quand il est mort, il comptait les battements de son cœur. Non, mais c'est vrai, il y avait au médecin, il disait il est mort. Donc il y avait c'est vrai, c'est l'historien qui dit. Et donc il y a cette idée que l'objectivation, le chiffre, soi-disant la science, le savoir expert, il peut définir tout de façon abstraite, indépendamment de la confrontation à la réalité du terrain et de la spécificité des métiers. C'est vraiment cette pensée.
qui domine totalement la conception de notre organisation. Et pour que les salariés, alors évidemment les opérateurs et les employés, ils ont l'habitude, mais pour que les cadres, les ingénieurs de très haut niveau consentent à ce type de travail qui nie complètement leur professionnalité, leur formation, leurs connaissances, leurs compétences, leur expérience, acceptent de s'en tenir aux procédures, aux protocoles, aux process, aux méthodologies, etc., etc. Il y a une stratégie qui n'est pas exactement celle qu'avait mise au point Taylor en rapatriant tous les savoirs dans les bureaux, mais c'est une stratégie qui vise à mettre en obsolescence tous les savoirs et l'expérience et les compétences détenues par ces professionnels à travers la pratique du changement perpétuel. C'est-à-dire que quand on change tout le temps, eh bien, ce qu'on savait devient obsolète. On perd tous ses repères. Alors, c'est les restructurations incessantes de départements et de services, les recompositions sans fin des métiers, les changements accélérés de logiciels, les mobilités systématiques imposées. Voilà, France Télécom a été un bon exemple. Les externalisations suivies d'autres internalisations, les déménagements géographiques qui fait que vous n'êtes plus avec les mêmes personnes, vous n'avez plus les mêmes interlocuteurs, enfin bref. Et ce changement perpétuel permanent est considéré comme une stratégie efficace, indépendamment de la nécessité de s'adapter à un monde qui change en vitesse accélérée, parce que, précisément, ça dissuade les salariés de se considérer comme sachants, comme des experts de leur travail, puisque s'ils disent « moi je sais comment faire », oui, c'était pour avant, c'était pour l'année dernière ou il y a 2 ans. Là, maintenant, on a tout changé, donc vous ne pouvez pas imposer votre point de vue. On a des experts qu'on paye très cher dans les cabinets, qui, eux, sont vraiment au fait des savoirs les plus importants et les plus décisifs. Et les derniers, ils sont toujours, ils ne font que ça, bon. Et donc, vous devez vous en remettre à eux. Et donc, il y a cette pratique du changement permanent, dont France Télécom a été l'exemple type. Ça a bien été mis en évidence dans le procès qu'il y a eu, et vous le retrouvez il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle « La raison des plus forts », montre vraiment cette pratique systématique, qui elle aussi, elle a été théorisée par des experts. Et moi, je me souviens, à la fin des années 90, j'avais un responsable de France Télécom, pas nécessairement un des plus élevés, un responsable de haut niveau, mais pas très, qui m'avait dit à la fin d'un séminaire « Madame, vous savez quel est mon boulot à moi ?» Non, allez-y, je suis là pour produire de l'amnésie. Ah. Ouais, il m'avait dit ça dans les années 90, la fin des années 90. Je dis « Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Mais oui, parce que France Télécom va opérer un virage vers le privé, le commercial, etc. Et il faut que nos agents oublient toutes les valeurs et les pratiques professionnelles indexées sur la notion du service public. Donc, il faut qu'ils soient aptes à comprendre comment ils doivent travailler, c'est-à-dire plus commercial et selon des calculs plus opérationnels et très importants. Et donc, moi, je suis là pour produire de l'amnésie. Je dis, d'accord, mais comment vous faites pour produire de l'amnésie? Et il m'a dit, madame, c'est très simple, je secoue le cocotier en permanence. Voilà. Donc, alors, il me dit, tombent les habitudes, les réseaux de complaisance, les réseaux de proximité avec la complaisance que ça implique. Voilà, les gens bougent tout le temps, ils sont à nu, ils tombent de l'arbre, ils sont à nu, et donc ils seront plus enclins et plus réceptifs à nos consignes, à aux nouvelles valeurs qu'on veut mettre en place. Donc, tout ça a été conceptualisé, théorisé, mais oui, parce que, c'est aussi une manière de dire, il ne faut pas que les gens s'endorment, donc ça les maintient en état de vigilance, on change tout le temps, et puis c'est vrai, ils ne vont pas chercher à imposer leur point de vue non plus, donc la résistance va diminuer. Et comme déjà nous sommes dans un monde du travail modernisé, où il y a beaucoup d'individualisation, de mise en concurrence des uns avec les autres, et puis il n'y a pas cette capacité que pourraient avoir des professionnels pour se replier sur leurs connaissances et pour dire, pas se replier, mais s'appuyer sur leurs connaissances pour dire, attention, vous n'allez pas nous faire avaler n'importe quoi, n'importe quelle réforme, Eh bien, voilà, la stratégie du changement perpétuel, c'est une vraie stratégie dans le cadre d'un rapport de force pour faire passer
les nouveaux impératifs, les nouveaux objectifs qui sont liés à une économie de plus en plus financiarisée, qui cherche des retours sur investissement à plus court terme, qui cherche à satisfaire des fonds de pension, des actionnaires. Et on voit comment ça s'est introduit dans le secteur public. L'hôpital en est malheureusement un excellent exemple, où on décide de la manière de faire, non pas en s'appuyant sur les connaissances des médecins hospitaliers ou des soignants, mais des gens qui ont été formés à l'équivalent de l'ENA pour la fonction hospitalière, et qui savent comment un médecin doit procéder, et qui savent quels sont comment prioriser de façon comptable les opérations. Telle opération rapporte plus que telle autre, donc oui, cataracte plus que appendicite, enfin bref, plus qu'appendicite, il y a des modalités d'approche de la logique. T2A. Oui, la T2A, c'est la rentabilité de chaque activité, le coût et la rentabilité de chaque activité. Tarif, oui. Effectivement, donc on fait entrer des logiques, des valeurs qui sont complètement contraires aux valeurs des professionnels, mais ça marche parce que ils sont perdus. Les infirmières, elles le disent, et les médecins aussi. On nous change tout le temps, on dépend des systèmes informatiques, etc. Donc on est paumé. Voilà, on est bien obligé de faire comme on nous dit de faire, parce qu'on n'a ni le temps, ni la capacité maintenant de vouloir opposer d'autres manières de faire. On n'a pas la légitimité, on n'a pas la capacité, parce qu'on n'a pas la légitimité, parce qu'on n'a plus la capacité ni le temps de faire valoir un point de vue de professionnel qui se respecte. Voilà. Et donc le modèle managérial, c'est ça, c'est-à-dire c'est d'un côté on vous aime, on vous coucoune, on vous cajole, on vous câline, mais tout ça c'est périphérique à l'organisation même du travail, hein, et on vous sollicite narcissiquement. Et puis, attention, dans ce qui concerne l'organisation du travail, on est toujours dans la même logique, hein, c'est-à-dire que ça s'appelle le lean management, mais c'est exactement, ou le lean production, exactement ce que disait Taylor, c'est de produire à moindre coût tout le temps, faire des économies de temps et d'effectifs en permanence, mais c'est ce que préconise le lean management qui s'est introduit dans tout le secteur public, une fois de plus, où il faut faire toujours plus avec moins. Voilà, c'est ça la logique du lean, hein, lean voulant dire mince, maigre. Donc voilà, on amaigrit les effectifs, les budgets, les temps, pour produire la même chose que le... Mais, excuse-moi, la production, c'est faux. L'accès aux soins est complètement écrabouillé aujourd'hui. Là, l'accès aux soins. Ah bah, bien sûr. Donc il n'y a plus de productivité, là, il y a un mensonge. Ben, la productivité, elle existe, mais ce qui n'existe pas, c'est le soin. Oui, mais malheureusement, productivité par rapport à la rentabilité, on peut la mesurer. Puis, si on s'en tient qu'aux chiffres et qu'on ne regarde pas quel est le contenu de ce qui est produit, quelle est la nature, les contenus, oui, on peut tout à fait trouver que c'est très... on perd moins d'argent qu'avant. D'accord, il y a... Mais on est obligé, par exemple, de confiner toute la société, parce qu'on n'a pas de place. Et vous savez que depuis 20 ans, on a diminué de 72 000. 20 ans, 12 ans à 72 000. Voilà, on est d'accord. Oui, 100 000 lits qui ont été fermés. Oui, c'est vrai que... C'est vrai, juste... Non, allez-y. Il y a un paradoxe, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'accouchements, de plus en plus de visites dans tous les secteurs valorisés de l'hôpital. Mais dans tout ce qui n'est pas valorisé, il y a une disparition complète de l'accès aux soins. Complète. De l'accès aux soins. C'est-à-dire qu'il se transforme. Et je suis d'accord avec vous sur le fond, mais c'est qu'il se transforme. Parce qu'avant, une opération restait 2-3 jours à l'hôpital. Maintenant, ça s'appelle en ambulatoire. Donc, vous arrivez le matin, vous ressortez le soir, même si vous êtes complètement dans les vapes, on se dit, il y a quelqu'un qui s'occupe de vous. Voilà. Notre responsabilité finie, et on vous oblige à venir vous chercher. Non, on oblige quelqu'un, vous devez trouver quelqu'un qui vient vous chercher. Après, tranquille. Mais le soin se transforme, c'est-à-dire que l'ambulatoire est... Moi, j'ai vu des gens qui avaient y compris des opérations du cancer du sein dans la journée, alors qu'avant, c'était presque une semaine. Oui, donc, même les accouchements, avant c'était 6 jours. Moi, quand j'ai accouché, j'avais 6 jours. Maintenant, c'est 2-3 jours. Oui, c'est ça, 3 s'il y avait des problèmes. Mais c'est pour vous dire, le soin se transforme.
Mais d'un point de vue abstrait, d'un point de vue, et du point de vue du comptable, il redéfinit le soin de manière à ce qu'il soit plus rentable. Dans la logique, c'est la logique ultralibérale. Voilà. Et donc voilà, donc ça c'est le modèle. C'est-à-dire, on vous coucoune, on vous adore, on vous aime, etc. On vous embrouille, c'est-à-dire que vous ne vous y trouvez plus. On vous isole, on transforme le travail d'une activité socialisante en épreuve solitaire où vous devez montrer que vous êtes capable d'écraser les autres collègues, même vos clients. Vous êtes meilleur que vos clients. Regardez sur les téléconseillers, sur les plateformes de téléconseillers, ils sont là pour truander le client, c'est-à-dire lui vendre n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'ils sont les meilleurs. Bon, et une organisation de travail qui reste totalement inspirée du taylorisme, et pour contraindre les salariés à respecter cette organisation, la pratique du changement permanent qui les a dépossédés de leur savoir véritablement, et de leur expérience, en tout cas de l'expérience qui est la base de la certitude des connaissances, des compétences et des savoirs. Et voilà, c'est ce système qui pose problème maintenant avec souffrance, suicide, etc. Je ne développe pas parce qu'on le connaît beaucoup. Alors, je vais juste terminer en disant que face à ça, toujours le patronat a cette capacité de résilience et continuer à être le boa et le caméléon, calamité et caméléon, et donc il continue. Alors il y a d'autres propositions, il a proposé l'intrapreneuriat, vous savez, dans les entreprises, on va vous donner quelques heures, un petit budget, parce que vous êtes trop malheureux, vous souffrez évidemment de cette épreuve qu'on vous impose, parce qu'on est en guerre économique et on vous demande, on est très exigeant, on veut que vous travaillez de manière intensive avec des objectifs très élevés. Donc on va vous donner quelques heures pour imaginer, inventer une petite, si vous étiez un petit entrepreneur, ça s'appelle intrapreneuriat. Vous restez évidemment salarié, vous restez évidemment subordonné, mais vous pouvez inventer un petit produit, un petit service, qui d'ailleurs, s'il est intéressant, va être reversé, il va être reversé à l'entreprise. Non, parce que ça c'est clairement, non mais c'est clairement écrit, hein, ça fait partie de l'entreprise, parce que vous êtes payé par l'entreprise et vous faites ça sur le temps de l'entreprise. Voilà. Donc ça, parce qu'ils se disent, vous savez, ils disent, tout ça, cet écrasement, ce piège dans lequel sont pris les salariés, c'est un peu nocif pour l'inventivité. Oui, ils le disent, ils sont très réalistes, ils sont capables de faire des analyses lucides. Donc, il faut recréer des moments de créativité. Donc, l'entrepreneuriat c'en est un. Et puis, ils font un pas de plus. Ça, c'est les années 2000. Après, ils font un pas de plus, c'est l'entrepreneuriat social. Vous avez besoin d'être dans des... vous, les salariés, vous avez besoin d'être dans sur des registres un peu humanitaire, social. Vous avez envie de faire quelque chose qui soit utile pour la société, qui résolve des problèmes importants. On comprend. Alors ça veut dire, c'est un aveu incroyable, parce que ça veut dire, c'est pas chez nous que vous allez le faire, parce que chez nous, la qualité, elle est déterminée en fonction de la rentabilité, et ce qui nous intéresse, c'est la profitabilité, donc voilà. Par contre, si vous avez des émotions un peu humanitaires, comme ça, vous avez le droit de faire de l'entrepreneuriat, alors là, social, c'est-à-dire d'aider à mettre de l'électricité en Afrique, enfin des truc comme ça. Mais oui. Voilà. Et même, on peut vous donner des congés sabbatiques humanitaires. Vous allez en Afrique 3 semaines ou 1 mois. Oui, non mais vraiment, parce que il faut que nous, patronat, on puisse vous satisfaire dans ces besoins altruistes que vous avez, parce que c'est pas chez nous que vous allez le faire, mais c'est ça. Donc on crée des... Dans la même veine, il y a ce truc absolument dramatique, moi je trouve tragique, des dons de jour, de RTT. Ah oui, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et ça a été orchestré et formalisé par la loi maintenant. Et vous savez qu'il y a eu ce débat avec la ministre Borne du Travail, parce qu'ils ont voulu augmenter le congé pour enfants morts. Oui, voilà, en cas de décès. Parce que sinon, vous connaissez l'histoire si vous avez un collègue qui malheureusement doit s'absenter parce qu'il doit accompagner dans une phase finale un membre de sa famille, vous avez le droit anonymement de lui donner des jours de RTT.
Alors ça marche très bien, parce que les gens ont besoin, Ça marche. comme ils sont encore... Mais si, Ça si, marche. ça marche parce qu'il n'y a pas de... Les gens ont besoin de sentir un peu de solidarité, il n'y en a pas, mais il n'y en a pas. Mais oui, mais c'est important, ils ont besoin de se ressentir humain, de se sentir humain, pardon. Ben oui. Ils sont tellement déshumanisés. Donc ils donnent leur jour de vacances à leurs collègues, alors que si vous y réfléchissez, qui doit donner les jours de vacances? Enfin, ça va de soi. Mais non, mais ça va de soi que c'est la direction qui doit les donner. C'est pas les collègues, les potes qui doivent dire je sacrifie mes jours de vacances pour. Mais oui. Et voilà. Donc ça c'est cette logique. Regardez comment on sait que vous avez besoin d'être solidaire, donc on va vous organiser. Vous vous rendez compte quel point de mesquinerie et d'hypocrisie ça va? Et puis, il y a cette fameuse orientation vers, vous connaissez sans doute, les entreprises dites libérées. Voilà. Ton bouquin. Ah oui, c'est ça, absolument, les entreprises libérées. Mais oui, mais c'est ahurissant. Il y a des entreprises, c'est pas du tout anecdotique, Michelin, Airbus, Maïf, Decathlon, non mais des grandes entreprises qui habillent et plein d'autres qui se lancent là-dedans. Alors on m'en cite régulièrement chaque fois que j'en parle dans des milieux. Ils disent bah, nous aussi on est sur. Et donc c'est quelque chose de très important. Il dit voilà, tout ça c'est de la connerie. C'est chaque fois cette capacité d'autocritique et de résilience. C'est pas bien tout ça. Les contradictions que je viens d'essayer d'analyser rapidement, ils disent, regardez, on leur demande de s'exprimer dans un truc qui est trop contraint. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Donc nous, on va les libérer. Voilà. C'est très unilatéral. Hein. C'est le patron qui dit, je vous libère. Bon. Et ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que le patron, il va éliminer une partie de la hiérarchie intermédiaire, une partie des directions opérationnelles, parce que trop bureaucratiques, qui émettent des contrôles, des reportings, des graisses, mais bien sûr. Et énormes, des chronocroques énormes. Mais non, mais énormes, ils le disent, on ferait des économies énormes, parce que la hiérarchie intermédiaire aussi, ça vient énormément. Et ils disent, voilà, le patron, il a une responsabilité, c'est de produire une vision. En tant que leader, il n'est pas patron, il est leader. Et le leader, il produit une vision. C'est-à-dire qu'ils disent quelle doit être l'ambition de l'entreprise, pour l'entreprise, donc quelle part de marché il vise, comment il souhaite que ce soit produit. Enfin, en gros, il propose une forme d'organisation, de fonctionnement et des structures de l'entreprise, et fonctionnement de l'organisation du travail. Mais après, pour rendre opérationnel, il va faire confiance, c'est la base des entreprises libérées, c'est la méfiance, ça coûte très cher. La méfiance, c'est toute la bureaucratie. Oui, la méfiance, c'est toute la bureaucratie. Les directions, non seulement ça, mais les directions opérationnelles, les contrôles, les reportings, les machins, ça coûte très très cher. Donc nous, avec la confiance, on va faire des économies énormes et on va demander aux salariés, on va les mettre en équipe, et ces petites équipes qui vont continuer à faire leur travail quand même conçu de façon taylorienne, hein, ils vont avoir des responsabilités supplémentaires qui relèvent des ressources humaines, donc de la direction des ressources humaines. Ils vont réguler leurs absences, leurs vacances, éventuellement des primes, s'il y a à s'attribuer des primes. Bon, donc on peut diminuer drastiquement les RH, faire des économies. Ils vont également, et puis une partie de la hiérarchie de proximité, ils vont également avoir des relations avec les clients. Ça, c'est très bien d'avoir des relations directes avec les clients parce que le client met directement la pression. On n'a pas besoin de la... Ben oui, il me dit, on n'a pas besoin de la mettre. C'est comme la femme du célibataire. Oui, c'est ça. Enfin, la femme, oui, la femme du marié. Oui. Donc le client va mettre la pression, c'est très très bien, et ça va permettre de faire l'économie aussi des directions commerciales, d'une partie des effectifs de direction commerciale. Après, ils vont avoir le budget aussi pour renouveler leur matériel, etc. Donc ça va faire l'économie je ne sais plus quelle direction, enfin bref. Des achats, bref. Et voilà, et donc, ils ne seront pas payés plus.
n'y a pas de raison, parce qu'ils sont tellement heureux, tellement contents d'avoir ces responsabilités et de voir qu'on leur fait confiance, que ça motive. Et ça, c'est l'ancrage de base des entreprises libérées. Alors, c'est terrible, hein, parce que, en fait, ça fonctionne comme des sectes. Parce qu'ils le disent, on libère de deux manières. Soit les gens intériorisent, comme ils le disent, la vision du leader et sont des bons followers, parce qu'il faut que ce soit des bons followers. Ah oui. Alors, et on les libère parce qu'on leur fait confiance, on leur donne des responsabilités. Soit ils intériorisent pas et on les libère aussi. Oui, on leur donne, bon, on ne le dit pas comme ça, mais on les prie de quitter l'entreprise. Ça n'est pas pour eux. Voilà, et l'entreprise n'est pas pour eux, et eux ne sont pas pour l'entreprise. Donc on libère tout le monde. Et il y a le degré de cynisme extraordinaire. Et ça fonctionne comme des sectes où les gens sont débordés de travail, ont l'impression d'être tout le temps, en réalité, contrôlés et surveillés parce qu'il faut être dans le... Par eux-mêmes. Voilà. Oui, et par l'équipe, voilà, par l'équipe, et en même temps, quand même, le patron et la hiérarchie, parce qu'il en existe quand même, elle est très attentive. Et par exemple, il y a une entreprise, Hervé, où ils ont dit, nous, on va classer les gens en moutons, dauphins et renards. Les renards, il faut s'en débarrasser. Alors, les moutons, c'est quoi? Ils font ce qu'on leur dit de faire, mais ils n'apportent pas. Mais ils n'apportent pas la créativité que les dauphins peuvent apporter. Oui, les dauphins. Sautent hors de l'eau. Oui. Et les dauphins, ils sont faciles à discipliner. Vous savez, on les dresse facilement, les dauphins. Donc, ils soient tout le temps. Une fois qu'ils ont intériorisé la vision du chef, c'est formidable. Parce que ils vont trouver ils auront des idées, ils vont se démener pour voilà. Alors que les renards, ils vont chercher à tirer leur épingle du jeu. Donc on les vire. Mais ça paraît fou. Alors ce que vous nous dites. Ben oui, mais sauf que ça on le sait parce qu'il y a. On le sait. Ça c'est vrai. Mais je vous dis que c'est vrai pourquoi? Parce que il y a un philosophe qui s'appelle un philosophe d'entreprise qui s'appelle Thibaut Brière, qui était justement le philosophe de cette entreprise Hervé, qui croyait beaucoup. Moi j'étais dans cette entreprise, j'ai entendu présenter l'entreprise avec les dirigeants à Hervé, puisqu'ils sont le père et le fils, et il est très... Enfin, à ce moment-là, il commençait à avoir des doutes. Hein, et il est venu me voir à la fin, parce que moi, j'avais fait mon exposé toujours très carré, je raconte toujours la même chose. Hein, bon, bref. Et il m'a dit, j'aimerais bien qu'on se voit, etc. Et donc, il a commencé à me dire, je suis inquiet, je découvre des choses qui m'inquiètent. Mais il a écrit. Et donc, maintenant, c'est sorti même dans je ne sais plus quel canard, Le Monde, je crois, ou je ne sais plus lequel, à vrai dire. Et puis, il a écrit des articles qui sont sortis dans les livres. Il est en train d'écrire un livre. Et c'est lui qui a révélé cette histoire de moutons, dauphins et renards. Et il était... vous savez, que je l'ai vu une fois, mais ça reste entre nous. Hein. Non. Tu le diras après. Et tu conclus ton exposé, parce que tout ça va être... Ah oui, parce que c'est... je le dirai après, je ne le dirai pas. Bon, voilà. Donc, j'arrête là pour vous dire... Alors, il y a une énième, on pourrait dire encore, invention patronale, c'est à l'occasion du télétravail. Mais oui, il voit que ça, voilà, l'hybridation, comme il dit, entre travail distanciel et télétravail, c'est quelque chose qui les stimule aussi, parce qu'il compte l'économie en mètres carrés. Évidemment. Il voit que les salariés sont bien contents de fuir à un milieu de travail qui est angoissant, totalement pathogène. Et donc, et les salariés sont bien contents, et comme ils ne veulent pas avoir d'ennui, qu'ils sont tout seuls, et mener une action syndicale ou une action collective en télétravail, c'est pas bonjour, absolument. Donc, les salariés ont tendance à s'écraser, à faire ce qu'on leur demande de faire, ils respectent, ils font des fois plus d'heures qu'il ne faut, et donc voilà. Et donc les managers ont tendance à trouver que le télétravail aussi, c'est... Alors, ils ont plein de trucs comme... Ils ont des manières de se déployer qui sont extraordinaires. Alors, je vais arrêter, mais je veux simplement, pour arrêter, vous demander simplement de réfléchir à qu'est-ce que, en face, les organisations syndicales sont capables de produire, honnêtement. Pas grand-chose. Pas grand-chose, malheureusement. C'est ça le problème. Mais non, parce qu'ils embrouillent, ils brouillent les repères, ils inventent. C'est le storytelling dont on parle tellement,
Et effectivement, ils s'en sortent malheureusement très bien. Voilà. Merci. Un brillant exposé.